reprendre les débats. Donc, nous allons écouter d'abord Anna Souline, que nous remercions d'être venue. Et puis après, nous donnerons de nouveau la parole à la salle. Même règle, 3 minutes de prise de parole par intervenante et intervenant. Et on fait la fermeture éclair. Donc, on fait en sorte qu'il y ait la parité entre les femmes et les hommes. Et aussi, je voulais vous rappeler, en termes de communication, que le RAR est sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter nos publications. Merci. Et partager. On utilise ce micro. Alors, je voudrais commencer par remercier Christophe Dadouche pour sa présence et son intervention. Et souligner, parce que pendant qu'il est en train de parler, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui relève de l'évidence, mais qui, au vu de la situation politique actuelle, me semble important d'être répété. L'être humain ne sert pas à quelque chose. Il n'a pas à être trié. J'aimerais bien qu'on fasse attention à cette vision raciste qui voudrait qu'il y ait un bon sans-papier qui vient pour travailler, un mauvais sans-papier qui viendrait profiter des aides sociales. Attention aussi à cette vision utilitariste et, selon moi, paternaliste, donc in fine raciste, des sans-papiers comme catégorie, qui là doit servir à la production et ne tirer sa légitimité que de son travail, ou là permet de faire grossir les rangs de la lutte. C'est indigne. D'ici à ce qu'on ait brûlé tous les papiers, faisons attention à cette appellation de sans-papier qui définit l'être humain par le manque et finit par le confondre tout entier avec sa situation administrative. Refusons bruyamment l'idée de clandestin qui noie l'humain dans le fait qu'il soit géographiquement hors la loi, coupable juste d'être là. Confondre l'être humain et son statut juridique, confondre l'être humain et la cause qui est censée représenter, c'est indexer la perception de l'autre à son statut sociopolitique. Désolée, j'ai écrit parce que tous les mots depuis le 7 octobre sont compliqués. Toute proportion gardée, ce phénomène réductionniste est à l'œuvre dans tous les débats qui ont lieu depuis le 7 octobre. Alors même que le chiffre vertigineux des plus 1000% d'actes antisémites vient de tomber, il a été très difficile pour nous tous de parler d'antisémitisme sans être accusés de couvrir par ce biais les actes du gouvernement israélien. Nous avons tous vécu, lu ou entendu des gens pourtant proches de nos cercles nous traiter en agents du Mossad infiltrés parce que nous avions l'audace de qualifier et de regretter la vague d'antisémitisme qui a suivi et suit toujours son cours depuis 3 mois et demi. En miroir, et il faut le dénoncer en tant qu'antiracistes, que nous sommes, il existe une suspicion d'antisémitisme de la part de beaucoup, qui est souvent liée à des réflexes islamophobes, voire anti-palestiniens. Ce même réductionnisme a laissé toute possibilité de se situer au point mort, parce qu'il n'était plus question que de tri, d'un côté les supposés soutiens du gouvernement Netanyahou et de l'invasion militaire, de l'autre les concernés par le sort de la population palestinienne. Pour certains, marquer une forme d'empathie avec les victimes du 7 octobre était carrément perçu comme une adhésion aux décisions du Conseil de guerre israélien. Or, avoir de l'empathie pour les civils israéliens n'exclut en rien la critique radicale de la droite israélienne et de la raison d'État qui a commencé à traverser une grande partie de la société israélienne et de la diaspora juive. Cette critique, que nous avons portée avec le RAR, a été étouffée ou décrédibilisée par des suspicions millénaires de double allégeance qui charrient un antisémitisme violent. Pour rappel, cette critique de la raison d'État disait en résumé que considérer dans une situation de crise l'intérêt supérieur de l'État comme devant évincer tout propos dubitatif, toute analyse, toute accusation, voire tout blâme, n'avait pas lieu d'être. Nous disons également que l'identification pleine et entière à un État, fût-il le seul État juif, est une erreur qui contraint à offrir un soutien inconditionnel, au point que toute critique de l'État devient pour les partisans de la raison d'État une haine de soi et une attaque contre les juifs du monde entier. Nous cheminons donc sur une ligne de crête, entre d'un côté les adeptes de la raison d'État intégrale et de l'autre des militants hostiles à nos affects quant aux faits juifs et aux événements traumatiques du 7. Ces derniers n'hésitent pas à nous insulter de soutien au massacre parce qu'attachés en soi à l'idée d'un État juif, mitoyen d'un État palestinien. Sauf qu'il y a une grande différence entre être attaché à l'existence d'un fait juif qui puisse se déterminer politiquement et endosser la raison d'État dont j'ai parlé il y a un instant. Les mêmes militants n'hésitaient pas à nous opposer des résolutions du conflit clé en main, sans même avoir le recul nécessaire pour percevoir l'ironie d'Européens soi-disant anticolonialistes qui déclament leurs solutions aux populations sur place.
En ce sens, ils imposent un narratif qui nous définit comme des ennemis, dès lors que nous n'accédons pas à des récits ou à des qualificatifs qui nous semblent soit faux, soit confinés à l'antisémitisme. Comment reprocher aux Juifs de ne pas soutenir des mouvements armés dont certains principes écrits clament fièrement la volonté d'éradiquer tous les Juifs de la terre? On ne peut pas demander à un Juif d'abjurer sa condition de Juif pour s'assurer de son soutien à la population palestinienne. Cette stratégie de polarisation ne mène nulle part. Elle n'a pour effet que d'exacerber les tensions et les imaginaires racistes. Une troisième voie, qui refuse cette polarisation, cherche à unir les sociétés civiles entre elles, qui sont autant en diaspora que sur place. Cette troisième voie existe. Par exemple, le RAR dénonce toutes les victimes civiles. Appelle à un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages et à la fin de l'expansion coloniale en Cisjordanie. La richesse de cette troisième voie, portée par des associations comme la nôtre, comme les JGR, comme Orage, comme le Jeune Golem ou encore comme les Guerrières de la Paix, avec Anna que je remercie d'être présente aujourd'hui, repose sur sa polyphonie et son désir de créer des ponts. J'aimerais te remercier d'autant plus qu'hier elle tenait un rassemblement sur le parvis de Lima, l'Institut du Monde Arabe, où des femmes israéliennes et palestiniennes ont pris la parole. Et si tu veux bien commencer, tu pourrais peut-être nous raconter d'abord cet événement et ensuite on enchaîne. Déjà, merci Olia, parce que tu as dit beaucoup de choses. Et moi, je suis un peu moins rigoureuse que toi, j'ai pas écrit, ça va être beaucoup moins construit. Et effectivement, comme tu l'as justement souligné, les mots sont pris au piège, depuis toujours peut-être, mais encore plus depuis le 7 octobre. Donc, j'espère que vous serez indulgents avec les miens, parce que je les ai pas préparés. Mais donc oui, alors déjà je voudrais quand même saluer l'intervention qui a précédé la mienne. Je pensais qu'on serait en échange tous les deux, mais du coup j'ai été très heureuse de vous écouter, Christophe Dadouche, donc merci. Ça nous rappelle à quel point, si tant est qu'il fallait que ce soit rappelé, cette loi est un désastre, un échec, et à quel point le caractère raciste de cette loi est une catastrophe pour nous tous. Pour te répondre donc sur cette dernière question, hier il y avait d'ailleurs certains visages dans cette assemblée qui étaient présents, qui l'ont été d'ailleurs fidèlement depuis le 7 octobre, et qu'on essaye de créer cet espace collectif, d'empathie collective, où on refuse encore une fois la polarisation, la mise en opposition de nos souffrances, où il est possible de dire dans un même souffle, de crier dans un même souffle la nécessité absolue d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération. Tout va bien ? Ok, c'est bon, vous m'entendez ? Ah ok, ça, j'ai toujours tendance à me pencher sur ça. Donc oui, et donc de demander dans un même souffle et avec la même puissance un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération sans condition de tous les otages. Et donc hier, puisque tu me poses cette question, Olia, on était donc rassemblés devant l'Institut du Monde Arabe, et c'est presque un miracle, je crois, dans la situation que nous vivons depuis bientôt 4 mois. On avait des militantes palestiniennes et israéliennes qui étaient à nos côtés, dont on a cessé depuis 3 mois d'essayer de relayer les voix, de relayer le courage, et qui ont donc accepté de venir ensemble, ce qui est quand même assez extraordinaire. Je ne sais pas si on en prend la mesure dans le contexte actuel, et puis surtout c'était important pour nous que ce soit elles qui parlent. Ça fait 4 mois que tout le monde se sent autorisé de crier plus fort, d'ajouter encore plus de confusion, de haine, de division, et c'était important pour nous, voilà, de pouvoir recevoir et transmettre cette leçon de vie et de courage. Donc hier, on était rassemblés pour les écouter. On a fait un sitting géant qui a d'ailleurs eu lieu dans plusieurs villes du monde. C'était un petit miracle, ça aussi. Il y avait des gens qui étaient rassemblés à Genève, à Bruxelles, à Amsterdam, à San Francisco, à Tel Aviv, bien sûr, à Dakar, et voilà, j'en oublie sûrement, à Amsterdam, à Marseille aussi. Voilà. À Rio de Janeiro et à Buenos Aires, j'ai oublié ça. Voilà. Et l'Italie ? Non, malheureusement, peut-être la prochaine fois. Ah oui.
Est-ce que tu peux revenir sur la création de ton association et les raisons de la création de l'association? Alors, les Guerrières de la Paix, c'est un mouvement qui est né il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui s'est constitué, qui a été impulsé par un groupe de femmes musulmanes et juives, mais qui aujourd'hui rassemble des femmes de toutes les origines, de toutes les confessions, de toutes les croyances. On était dans une période, il y avait beaucoup de tensions, notamment à Jérusalem, autour du quartier de Sheikh Jarrah. Et donc on était dans une période comme on en a connu beaucoup, particulièrement je crois ma génération, mais vous tous aussi, mais où par vague le conflit israélo-palestinien n'est non pas importé, ça on y reviendra après parce que je pense que c'est une erreur de présenter comme ça, mais en tout cas agit comme un détonateur, comme un révélateur de tensions qui existent dans notre société et qui d'un coup explosent, se révèlent ou trouvent parfois même une justification dans leur expression. Et donc on était dans cette période et comme ça nous est arrivé très souvent, on était nombreuses à étouffer entre les posts sur les réseaux sociaux, la surenchère de la haine, ce sentiment d'être assigné, à devoir faire bloc dans des camps les unes contre les autres, à devoir... Enfin bref, on était nombreuses à être dans un grand désarroi à ce moment-là et à ne pas trouver d'espace pour ce partage, pour cette expression collective, pour cette empathie collective, cette tolérance, cette capacité aussi de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de le comprendre, de pas forcément avoir tout de suite des réflexes de repli, même de défiance. C'est ça qui a été assez magique avec ce mouvement, c'est que on n'est pas du tout dans un entre-soi de personnes convaincues, absolument d'accord sur tous les sujets. On ne cesse d'avoir des débats. On n'est pas toujours d'accord. Parfois, c'est difficile. Particulièrement depuis 3 mois et demi, on a été très mis à l'épreuve. Alors, il se trouve qu'on a fait un voyage dont je vous parlerai juste après, mais qui nous a quand même constitué un socle commun particulier qui fait qu'on traverse cette période avec une solidarité particulière. Mais sinon, c'est vrai que depuis le début, il y avait aussi cette idée qu'il fallait qu'on soit capable de créer un espace où la tolérance est possible, où le décalage est possible, et où on peut accepter de ne pas être d'accord sur tout, de ne pas avoir les mêmes sensibilités, les mêmes histoires, ne pas avoir été nourri par les mêmes narratifs, et pour autant d'avoir ce désir de se comprendre, de s'écouter et de se battre ensemble. Et donc c'est ça qui a été à l'origine de la création de ce mouvement. Et donc c'est vrai qu'il y a 2 terrains sur lesquels on est, qui est à la fois sur la question du conflit israélo-palestinien, mais pas que, puisqu'on a aussi créé le Forum mondial des femmes pour la paix, qui rassemble des femmes iraniennes, ukrainiennes, afghanes, libériennes, sénégalaises, marocaines, etc., ouïghours. Donc cette volonté de créer une chaîne de solidarité des femmes du monde entier, d'affirmer cette sororité mondiale et de se faire le relais ici surtout de la voix et du courage de ces femmes. Mais il y a aussi, et c'est très important puisque c'est vraiment ce qui a impulsé la création de notre mouvement, cette volonté de créer un espace, notamment au sein des luttes antiracistes qui sont très divisées, vous en savez quelque chose, et je crois que le RAR s'est créé aussi sur cette même idée, et qu'on a de nombreux mouvements aujourd'hui, et je crois que dans la tragédie qu'on vit tous en ce moment et qui nous inquiète beaucoup et qui parfois nous désespère, c'est peut-être une des lumières qu'on doit tous regarder. Il y a tous ces mouvements, je pense au GJR, je sais qu'il y en a qui sont dans la salle, je pense à Golem qui s'est constitué récemment, et j'en oublie, au Rage, à tout, enfin voilà, au RAR, et j'en oublie sûrement, et je suis désolée pour ceux que j'oublie, mais en tout cas, tous ces mouvements qui ont justement, je crois, souvent ont cheminé dans certains partis, syndicats ou associations antiracistes dans lesquels on avait du mal à trouver notre place, dans lesquels on avait le sentiment que la seule option était soit finalement une forme, au nom de nos combats et des combats qui constituent nos luttes, de renoncement de soi, soit tout simplement le fait de ne pas avoir de place finalement. On avait pour seul horizon cette proposition-là, et je crois qu'on est d'une génération qui justement a grandi aussi avec cette idée d'affirmation de son identité, de revendication de son histoire, de sa mémoire. On a aussi tous les mouvements décoloniaux dans les luttes antiracistes, etc. Et donc pour les juifs, c'était cette idée que seuls les juifs fassent exception, y compris avec cette histoire de premiers concernés qui est aujourd'hui dans beaucoup de combats mise en avant, alors que nous finalement le fait d'être concernés nous rendait suspects, voire discréditer notre parole. Donc je pense que c'était aussi
en réponse à tout ça que se sont créés ces mouvements et la... Pardon. Juste une seconde. Oui, donc non, pour conclure sur cette idée, pourquoi je vous parlais de cette... voilà, parce que ce qu'on affirme aussi avec les guerrières, je vous expliquais qu'effectivement, on n'est pas toujours, bien sûr, sur l'essentiel, on se rassemble, notamment, on y reviendra, mais sur la question du conflit israélo-palestinien, il y a quand même quelque chose qui est notre socle et qui nous permet d'avancer, enfin, d'être ensemble, mais il y a cette idée, justement, que la réelle solidarité réside précisément dans la reconnaissance de chacune de nous, dans la reconnaissance de chacune de nos histoires, et dans cette affirmation pour chacune d'entre nous possible de ce que nous sommes, de ce qui nous blesse, de nos souffrances, de nos mémoires. Et on ne demande à personne au sein de ce mouvement de renoncer à quoi que ce soit, de taire ce qui la blesse, de taire ce qui l'indigne, voilà, de renoncer à une partie de nous-mêmes. Et je crois que c'est vraiment cet horizon-là qu'on essaye de porter avec ce mouvement, mais c'est un horizon collectif qui dépasse les guerres de la paix, qui à mon avis est peut-être le seul vrai horizon de solidarité et de réconciliation nationale à l'heure où encore une fois, on vit des fractures profondes et violentes. Est-ce que tu pourrais justement nous parler de la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles à la suite de ce que tu viens de dire? Si tu veux, on peut en parler. Je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais en gros, et moi, je peux te raconter quelle a été mon expérience en tout cas par rapport à ça. Donc j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais il se trouve que précisément avec ce groupe de femmes, donc à la fois des militantes iraniennes, afghanes, ouïghours, ukrainiennes, russes, marocaines, etc., mais aussi des femmes musulmanes, juives de tous horizons, de Paris, de banlieue, de tout milieu, etc., on a fait un voyage du 30 septembre au 6 octobre. Donc on est rentré dans la nuit du 6 au 7 octobre, et pendant une semaine, avec toutes ces femmes de tous horizons, on a sillonné Israël et la Cisjordanie pour aller rencontrer des militants israéliens et palestiniens engagés pour la paix et la justice. On a été dans les kibboutz, on a été à Ramallah, à Chouara, on a été dans des avant-postes en Cisjordanie, on a été partout. Et surtout, on a participé le 4 octobre, et ça paraît presque aujourd'hui, encore une fois, irréel. On a à la fois le sentiment que c'était hier, en même temps que c'était il y a un siècle, en même temps que c'était hors du temps. On a participé donc le 4 octobre à une grande marche co-organisée par les femmes de Women Wage Peace et Women of the Sun et des femmes de Standing Together qui étaient à nos côtés hier soir devant l'Institut du monde arabe pour la paix et la justice. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes rentrés, et quand on arrive à cette marche féministe dont tu parles, il faut savoir que pour nous, les guerres de la paix, la dernière grande marche de femmes à laquelle on a participé, c'est précisément celle-là, qui a donc été menée par des femmes qui vivent au cœur de ce conflit, au cœur de ce désastre, qui en vivent les conséquences dans leur chair, qui pour certaines ont vécu des deuils, ont enterré des enfants, des frères, des sœurs, enfin... Et on arrive ici, on se retrouve au milieu de cette guerre entre les différents mouvements féministes. Donc je vous avoue que face à ça, on est quand même dans un sentiment de honte, en fait. Je ne sais pas si j'ai d'autres mots que celui-là. Quand on voit le courage, la force, la dignité dont sont capables ces femmes, au nom desquelles précisément ici on se déchire, et qu'on arrive ici et qu'on fait face à cette indignité et à cette incapacité de solidarité, surtout avec toutes les victimes, à cette déshumanisation des victimes telle, on est arrivé à un tel niveau de déshumanisation on est en train de se noyer dans des débats sur le fait que toutes ces femmes israéliennes étaient finalement des colons, que c'est la puissance coloniale qui oppresse les femmes, etc., juste pour ne pas assumer que finalement on n'est pas capable d'une solidarité qui est peut-être la base même du féminisme, avec d'autres femmes qui subissent viols, massacres, humiliations, etc. Donc voilà ce que je peux te dire sur ce qu'on a ressenti au moment de cette marche. Nous, il se trouve, si tu veux, un petit peu des infos concrètes, qu'on a été conviés à y participer un peu en dernière minute, qu'on a essayé de faire un coup de force pour pouvoir nous exprimer à la conférence de presse et pour pouvoir nommer les choses qui n'avaient pas été nommées jusqu'à présent, à savoir ce qui s'est passé le 7 octobre et les féminicides et viols qui ont été commis sur les femmes israéliennes. Donc nous l'avons fait,
Et on est quand même allé, et ça ne suffisait pas. Je veux dire, ça n'était pas, ça ne devait en aucun cas servir de blanc-seing à une invisibilisation d'autres mouvements ou d'autres initiatives qui n'ont pas pu prendre part à cette marche ce jour-là. Voilà, moi, je déplore effectivement ces débats et je crois que ça nous, parce que j'essaye toujours de me projeter et d'être plutôt dans l'action et dans la réconciliation, qu'on a du travail, qu'il va falloir qu'on le mène et qu'on le mène collectivement et qu'on continue d'interpeller. Voilà. Parce que, en fait, ce qu'on a pu remarquer depuis le 7 octobre, c'est que la paix était devenue presque un mot creux. Presque quelque chose de... On se fait traiter de bisounours quand on parle de paix, parce qu'on n'a pas un discours assez politisé, on n'a pas un discours assez clair sur alors qu'en fait, qu'est-ce que tu penses de... Bah écoute, ça je sais pas ce on à quoi il fait référence. Moi ce que je sais c'est que à la fois ces militantes qui sont là-bas et ce qu'on répète depuis le 7 octobre et ce qu'on a d'ailleurs, on n'a pas attendu le 7 octobre pour se mobiliser sur ces questions, c'est précisément que la paix n'est pas, encore une fois, un vœu pieux déconnecté de bisounours, un terme qui ne veut rien dire, mais que c'est éminemment politique et éminemment courageux. Et que dans le contexte que nous vivons actuellement, c'est la seule issue. Alors la paix, évidemment, il faut y adosser beaucoup de choses. La paix, ça passe par la justice, ça passe par des solutions politiques concrètes. Et toutes les personnes que ce soit les militantes de Women Wage Peace, de Women of the Sun, de Standing Together, ou que ce soit nous au sein de notre mouvement, dans les différents communiqués, tribunes, ou dans tous les mots qu'on a prononcés lors de nos rassemblements, toutes ces choses-là ont été énoncées de manière très claire. De manière très claire, on n'a pas juste dit on veut pas être dans des camps les unes contre les autres, on s'aime et puis on se fait des grands câlins entre femmes. Je veux dire, on a nommé les choses, on a nommé les horreurs qui ont été commises le 7 octobre, on a nommé les horreurs qui ont lieu tous les jours à Gaza. On a parlé aussi de l'occupation, de la colonisation des territoires occupés. On n'a pas encore une fois attendu le 7 octobre pour réélever nos voix, pour critiquer avec force la politique menée par le gouvernement de Netanyahou, pour en pointer les dangers suicidaires. Enfin, je veux dire, toutes ces choses, on les a dites. Et effectivement, on n'a pas choisi entre la dénonciation claire et nette des actes terroristes du Hamas et la dénonciation claire et nette des crimes de guerre et des massacres commis sur la population de Gaza par le gouvernement israélien. Donc toutes ces choses, si vous voulez, elles sont dites encore une fois avec force dans une démarche collective qui refuse encore une fois cette polarisation du débat. On n'a pas arrêté aussi d'affirmer qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la cause palestinienne ou de la défense d'Israël comme deux sujets totalement séparés. D'ailleurs, cette semaine, on était à l'Assemblée nationale et les femmes israéliennes et palestiniennes ont pris la parole devant les députés pour les interpeller sur des engagements concrets politiques. Et parmi les différentes choses qu'on leur a demandées et qu'ils ont d'ailleurs accepté de mettre en place, il y a la création à l'Assemblée nationale d'un groupe d'études Israël-Palestine, puisque jusqu'à présent on a des groupes d'amitié Israël, des groupes d'amitié Palestine. Il n'y avait aucun espace de discussion politique concrète qui prenne en compte cet enjeu convergent pour ces deux peuples et cet enjeu de survie pour ces deux peuples qui doit être pensé collectivement. Donc voilà ce qu'on répond aux gens qui nous parlent de bisounours. Par ailleurs, encore une fois, cette volonté qu'ont certains militants de s'attaquer à ceux qui essayent de créer des ponts, de rassembler, de réunir, de nous sortir finalement de cette impasse, je crois doit être questionnée. Je pense qu'on a quand même suffisamment aujourd'hui d'ennemis objectifs dans nos luttes, de fascistes de tous bords qui... je pense que si on a de l'énergie à mettre sur ceux, et là, bon, évidemment, je t'ai répondu pour les gardes de la paix, mais même si on considérait que certaines personnes qui se rassemblent avec des pancartes, juifs et musulmans ensemble, amitié, enfin, je veux dire, je préfère vraiment ça que tous les fascistes qu'on entend à longueur de journée et qui nous poussent collectivement dans l'impasse et dans le chaos. Très bien. On va prendre les questions de la salle. Des questions ?
J'avais une question tout simplement sur le nom de votre mouvement, les guerrières de la paix. Comment est-ce que ça a apparu et pourquoi voilà, l'antagonisme guerre-paix au tout début? Merci beaucoup. Je réponds direct ou on prend plusieurs questions d'abord? Ok. Ah d'accord. Je suis nulle pour ça, je suis pas très... Ok, vaut mieux que... écoute, alors déjà c'est le titre d'un documentaire, Les Guerrières de la Paix, d'un documentaire que j'ai réalisé, parce que à la base mon métier c'est d'être réalisatrice de documentaires. Et j'ai donc fait un film sur ces femmes palestiniennes et israéliennes de Women Who Hate Peace et Women of the Sun, qui s'appelle Les Guerrières de la Paix. Alors, l'idée est venue parce qu'à un moment donné, il y a une de ces femmes qui a perdu son mari et un de ses fils dans la guerre, qui dit « Je suis une guerrière de la paix ». Donc ça a tellement résonné qu'on a choisi d'en faire le titre du film. Et on a décidé aussi d'en faire le titre, enfin le nom du mouvement, évidemment en hommage à l'engagement de ces femmes, mais aussi parce que je crois que c'est exactement ce qu'on vient de dire d'ailleurs sur cette histoire de bisounours, de courage, etc. La paix est un combat qui nécessite, encore une fois, je le répète, et je pense que c'est d'ailleurs ceux parmi vous qui, je crois, se retrouvent dans cette position de refus d'assignation, de refus de polarisation du débat, le savent très bien, je pense que vous le savez tous. On se prend des coups de tous les côtés, on est obligé toujours d'affronter un peu les siens, en tout cas ceux qu'on considère, ceux qui peuvent être considérés comme les siens. Pour les autres, on sera jamais de toute façon suffisamment radical. Donc il y a cette position qui, encore une fois, est très inconfortable, qui demande de prendre des risques, de penser à la fois contre soi, de se challenger, parce que évidemment on a tous aussi des moments où on est traversé par de la colère, par de l'indignation, par du désespoir, des moments où on est tenté de se recroqueviller, et donc on est dans ce combat, et c'était important pour nous de l'affirmer aussi avec ce nom qui inscrit la paix du côté de la lutte. Et voilà. Merci. C'est bien d'avoir dit la deuxième partie, on n'est pas les bousinours seulement, parce que je pense qu'il faut le dire assez vite dans l'exposition, parce qu'on peut avoir cette impression que vous êtes peace and love, et puis voilà, c'est très sympa, mais voilà. Et la question de la victimologie, il faut faire attention à ça, parce que la concurrence des victimes existe, tu le sais, je pense. Donc je pense que c'est très bien. Il faut assez vite le dire, la question de la politisation de ce discours-là. C'est pas la paix est un combat tout simplement en l'air, c'est avec dans ces slogans politiques, dans ces positions politiques que vous avez, dénoncer Netanyahou, etc. Je pense qu'il faut faire attention aussi de dénoncer le manque de démocratie du côté du camp palestinien. Le manque d'élections, on n'a pas d'élections, donc il faut absolument ça. Et puis peut-être, au-delà de cela, s'il y a des interlocuteurs palestiniens possibles, qu'on dit toujours Barghouti, je sais pas quoi, peut-être le souligner, quoi. Pousser de ce côté-là, ne pas être critique uniquement de côté israélien, il y a beaucoup à critiquer, hein, je suis d'accord, mais voilà. Ça, c'est un premier point. Je pense que c'est très important ce que tu as dit, je n'étais pas au courant, de la création du groupe d'études Israël-Palestine. Je ne sais pas quand ça va se faire, mais c'est très important. Pardon. Bon, donc, voilà. Et puis, et ma question c'est, pour la France, je t'ai déjà posé en privé, mais je te le dis, pour la France, est-ce que ce mouvement qui réunit des groupes antiracistes de différentes origines, de différents horizons, peut travailler sur la loi Darmanin, vous pouvez le dire en public, mais sur la loi Darmanin et sur le racisme et sur les dérives Front National, etc. Je pense que ça vaudrait le coup d'unir. C'est pour ça que moi j'étais contente de te voir associé au gars du Visti, qui est là, mais je trouvais que c'était dommage, c'est pas avoir, mais voilà, de lui répondre, de dire nous aussi on travaille là-dessus, sur le terrain, dont tu as fait d'autres actions déjà sur le terrain avec les guerriers de la paix, donc en France je veux dire, et je pense que c'est important d'y revenir aussi. Voilà. Bien sûr. Du coup, c'est pas une question, c'était une... Non, mais c'est important. Oui, bien sûr, elles étaient très importantes. Moi, j'aimerais juste souligner, c'est quand même difficile de prendre la place d'un peuple sous occupation pour leur dire comment ils doivent se définir politiquement. C'est bien de la place des Israéliens. Oui, mais je veux dire, c'est... Voilà.
Pourquoi on critiquerait Parce qu'ils ne sont pas dans la même situation politique. Pourquoi on ne critiquerait pas le manque de démocratie chez les Palestiniens? On peut le faire et je pense que les femmes le font. Enfin, on ne va pas leur confisquer la parole pour leur dire comment ils vont s'organiser politiquement en fait. Oui, oui. Alors les femmes, parce que nous, encore une fois, c'est important, je pense que c'est vraiment très important, surtout dans ce débat, de savoir quelle est sa place, quelle est sa légitimité. Il y a beaucoup de gens qui manquent beaucoup de ce genre de considération et qui font beaucoup de mal. Donc nous, c'est vrai que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on a évidemment une position politique dans notre mouvement, mais on a aussi cette idée très forte qu'on défend, qui est de donner la parole et de remettre la lumière sur les femmes qui sont au cœur de ce conflit. Et ces femmes-là, sur toutes ces questions, que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien, font preuve d'énormément de courage et de clarté. Et voilà, donc ça, pour te répondre, ça existe. Quant à la dimension non bisounours et politique de notre démarche, encore une fois, elle a toujours été là. Je veux dire, depuis la première tribune qu'on fait après le 7 octobre, les mots sont posés, et ils n'ont cessé de l'être. Donc il y a effectivement, je pense, une forme, pas la tienne, Martine, on se connaît, et certainement pas la tienne, mais en tout cas, parfois de malveillance aussi vis-à-vis de ces positions, parce qu'elles dérangent. Parce qu'elles dérangent, et d'ailleurs, on n'a qu'à voir. Les personnes qui nous attaquent nous disent en miroir à peu près les mêmes choses, et finalement œuvrent exactement dans le même sens. Ils croient être des ennemis, mais voilà. Donc, et c'est ce qu'on a affirmé d'ailleurs dès le début. Ça paraît comme ça, un peu peut-être simpliste de le dire comme ça, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que on nous vend une polarisation du débat qui opposerait les pro-palestiniens et les pro-israéliens. Or, la réalité, c'est que les deux camps qui existent aujourd'hui, c'est vraiment d'un côté ceux qui continuent de se battre pour que cesse cette guerre, pour trouver des solutions politiques, pour la justice, pour la paix, pour l'égalité, pour la dignité pour tous, et ceux qui continuent de nous pousser dans le chaos, qui sont dans un discours de destruction, de négation de l'autre. Je veux dire, on a des gens qui... là, récemment, Netanyahou a refait des déclarations pour dire que la solution à 2 États était parfaitement impossible et qu'il ferait tout pour que ça n'ait jamais lieu, etc. On a de l'autre côté des militants qui nous crient de la mer au Jourdain. Enfin, je veux dire, on est dans cette situation. Ces gens-là sont totalement des alliés. Et face à eux, il y a ce camp que je crois, j'espère, dont on fait tous partie ici. Et donc, voilà. Je m'attendais pas à avoir le micro, mais... Donc, je t'ai dit, il y a de la transmission de pensée. Oui, ça m'a coupé le sifflet, là. Comment dire ? Je crois que si on se place, c'est pas une question de bisounours, si on se place sur la question de la morale, on n'avance pas. Et je pense qu'il faut se placer sur la question du politique. Et de ce qui se passe en Israël-Palestine depuis 1967. Grosso modo, il y a un grand frère et un petit frère. Comme tu l'as dit très justement, Olia, il y a un peuple occupé et un pays occupant. Et donc, on peut pas renvoyer les manques des uns, on ne peut pas mettre sur le même plan les manques des uns et les manques des autres. Il y a un État et un non-État. Et je pense que la responsabilité majeure de ce qui se passe depuis 67 et particulièrement depuis 95, depuis l'assassinat de Rabin, la responsabilité majeure de l'impasse dans laquelle se trouve Israël-Palestine est de la faute au gouvernement successif israélien et pas seulement Netanyahou. Netanyahou a bon dos, c'est une sorte de Trump idéal, un salaud, un cynique, qui est prêt à tout pour sauver sa peau. Mais il y a tellement d'occasions qui ont été manquées. Israël a été créé grâce à une décision de l'ONU. Depuis 1967, toutes les décisions de l'ONU n'ont pas été appliquées par Israël, volontairement. Donc il y a une contradiction. Quand on accuse Israël, quand on accuse les puissances occidentales
d'avoir deux poids, deux mesures par rapport à Israël, envers Israël, par rapport à d'autres situations dans le monde. C'est difficile d'avoir un argument contre cette accusation. Donc, si on repose pas la question d'Israël-Palestine dans une question géopolitique mondiale, dans, par exemple, le jeu ambigu, c'est le moins qu'on puisse dire, des pays arabes par rapport aux Palestiniens. Le jeu, ce qui se passe avec l'élection de Trump, ce qui s'est passé pendant que Trump était au pouvoir, Trump qui risque de revenir au pouvoir dans un an. Si on se passe bien sûr, c'est formidable, tous ces gens, c'est comme ce qui est décrit dans Apérogon, dans ce livre magnifique qui fait pleurer d'un bout à l'autre, entre ces deux pères, bien sûr. Mais on voit bien que ça ne suffit pas, qu'il y a des raisons géopolitiques mondiales qui ont intérêt à ce que ce conflit ne se règle pas. Et il y a des pressions à faire sur le gouvernement israélien pour qu'il débloque la situation. C'est au grand frère de s'occuper du petit frère. Et en l'occurrence, il y a un grand frère et un petit frère. Je sais pas si... Je suis pas sûre de l'analogie petit frère grand frère. Je te la laisse. Mais je pense que, est-ce que finalement, tu vois, le problème, moi, ce que je trouve vraiment problématique dans cette histoire-là, c'est que à chaque fois qu'on essaie de parler de ce sujet, tout d'un coup, en fait, on devient expert en géopolitique mondiale et on endosse toutes les responsabilités depuis 48 et même avant, parce sinon on peut remonter à 1880. Enfin, je veux dire, en fait, c'est un peu compliqué parce que il y a deux choses, quoi. On devrait pouvoir parler, de la situation de l'antisémitisme en France sans avoir à se positionner sur le conflit israélo-palestinien. Ça, on le répète depuis la création du RAR. Depuis la création du RAR. Mais on devrait aussi pouvoir parler d'une situation, de cette volonté de paix et de s'exprimer avec cette envie de paix sans avoir à endosser tout le problème géopolitique mondial. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'être des experts en mode pureté militante totale pour pouvoir dire, en fait, j'aimerais vraiment bien que Palestiniens et Israéliens puissent se parler sans être... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien, je fais que ça. Alors, brièvement, parce que je crois qu'il y a d'autres questions, mais parce qu'il faudrait, pour répondre à chaque point que vous avez évoqué, monsieur, bien plus que les 15 minutes qui nous restent, et on partirait dans un débat très long, je pense. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je serais tentée de réagir dans ce que vous avez dit, mais je vais quand même réagir sur un point essentiel que vous pointez, à savoir cette histoire d'asymétrie. L'asymétrie et le fait qu'il y ait un peuple qui subisse une oppression, une occupation, c'est quelque chose qu'on a, encore une fois, toujours répété. Quand on parle de symétrie, on parle de symétrie humaine. Aujourd'hui, on est dans un contexte de déshumanisation de l'autre et d'essentialisation de l'autre. Et ce qu'on essaye de faire entendre dans ce contexte-là, c'est justement qu'il n'y a pas de vie qui valent plus que d'autres, qu'il n'y a pas... Donc la seule symétrie qu'on met en avant avec les guerres de la paix, c'est celle-là. Et par ailleurs, il y a aussi une idée qui est fondamentale et qu'on n'arrête pas de répéter, qui n'est pas juste une espèce de phrase décorrélée du politique concret qu'on opposerait, qui est éminemment politique et qui est centrale dans la façon dont aujourd'hui on commente et on aborde ce conflit, c'est la question de la reconnaissance de la légitimité de l'autre. Et nous, ça, c'est ce qu'on a cessé de défendre. C'est peut-être d'ailleurs ce qui nous rassemble au sein des guerrières de la paix, ce qui fait qu'on arrive dans ce cadre-là à accepter nos désaccords, etc. Et c'est la leçon extraordinaire que nous ont donné des militants qui sont là-bas. C'est-à-dire que je l'ai déjà cité plusieurs fois, parce que mais quand on rencontre un militant palestinien qui s'appelle Ali Abou Awad, qui a passé une partie de sa jeunesse dans les prisons israéliennes parce que il avait participé à la lutte armée palestinienne après que son frère ait été tué à un checkpoint par un soldat, qui nous explique il n'y a pas plus douloureux que de reconnaître la légitimité de l'autre. Et pour les Palestiniens et les Israéliens, on en fait l'expérience de manière charnelle, c'est-à-dire que c'est presque une amputation. Et pourtant, on sait qu'il n'y a pas d'autre voie. Et que finalement,
en même temps qu'on se sent amputé de quelque chose, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui nous offre un horizon qui jusqu'alors est totalement bouché. Parce que dans ces discours vous avez dit, ça a été une décision de l'ONU qui a créé, on aurait pu dire plein d'autres choses sur ce qui a quand même été à l'origine de la création d'Israël. Je veux dire, cette idée d'à chaque fois remettre en cause la légitimité des uns et des autres à vivre sur cette terre et à pouvoir aujourd'hui vivre décemment dans la dignité, l'égalité, la liberté, c'est la base de tous nos échanges politiques. Et aujourd'hui, c'est ça précisément qui est remis en question. Pas qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'avais un échange avec mes parents la dernière fois, je leur disais c'est une catastrophe, puisque maintenant, vraiment, c'est ça on est vraiment au fondement même. Ils me disaient mais en fait, ça a toujours été le cas, tu t'en rends pas compte. Bon, bref, donc il paraît que ça a toujours été le cas. Mais en tout cas, si on part pas de cette idée fondamentale, je pense qu'après, évidemment, on peut avoir des échanges, on peut avoir des débats très concrets. Et d'ailleurs, encore une fois, ces femmes, elles vont à la Knesset, elles vont interpeller Netanyahou, elles ont obtenu la création d'une commission à la Knesset, elles se battent tous les jours, elles sont pas en train de faire des marches dans le désert, et puis elles ont aucun débat politique. Vous imaginez bien que toutes ces questions dont vous parlez, les femmes palestiniennes, elles en ont bien conscience de cette réalité, de la réalité de l'oppression. Chaque matin, elles passent des checkpoints, elles sont en permanence dans cette vie en demi-teinte entre enfin voilà, je veux dire, c'est certainement pas nous qui allons leur expliquer quelle oppression concrète et réelle elles subissent, et à chaque fois qu'elles en ont l'occasion et qu'elles élèvent leur voix, elles le disent fermement. Donc toutes ces réalités sont totalement prises en compte, affirmer, revendiquer, et il n'y a pas d'un côté la réconciliation, la paix qui serait complètement décorrélée du reste, et de l'autre la dénonciation des injustices et des oppressions, bien au contraire. En fait, l'idée c'est quand même de... Enfin, c'est vrai qu'on entend tout le temps... J'ai laissé la parole à un homme. J'allais dire... Non, en fait, j'aurais juste une question d'information. Effectivement, ce qui est passionnant dans votre expérience, c'est cet espace de reconnaissance mutuelle, de dialogue, mais vous dites aussi d'échange, mais aussi de divergence. Je voudrais un peu savoir sur quoi portent, dans cet espace pacifié, les discussions, les divergences, même politiques, que vous pouvez éventuellement avoir entre vous. C'est juste une information que... Ouais. Et ça pareil, il faudrait beaucoup de temps. On en a beaucoup des débats et des divergences, mais je peux peut-être partir de ce qui nous rassemble, et puis ensuite... non non, parce que dans ce cadre-là, effectivement, il y a beaucoup, par exemple, pour être très concret, parce que sinon ce serait trop long, pour être très concret, on va parler de nos échanges depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, on a beaucoup de débats sur la sémantique. On a beaucoup de débats sur l'emploi de certains termes qui heurtent certaines, qui sont importantes pour d'autres, et ça donne lieu à des échanges entre nous, qui sont des échanges passionnants, qui nous nourrissent les unes les autres, voilà, on a beaucoup d'échanges sur l'emploi du terme, je sais pas, de dire État colonial pour parler d'Israël, par exemple. Autant il n'y a aucun débat entre nous sur le fait de parler, de dénoncer la colonisation des territoires occupés en Cisjordanie, mais il y a le fait de définir l'État d'Israël comme un État colonial. On a eu des débats très intéressants avec certaines femmes qui avaient toujours entendu ça dans leur milieu militant, pour expliquer en quoi pour certaines de nous c'était problématique ou c'était pas juste. On a eu, enfin voilà, il y a beaucoup de termes qui ont fait l'objet de débats. Ouais, mais Martine. Ouais, c'est important, bien sûr que c'est important. Mais il nous reste pas beaucoup de temps et c'est très long. Enfin, tu vois, sur chaque. Ouais. Non, mais bien sûr, c'est intéressant et à chaque fois, ces sujets, je sais pas, on a eu plein de sujets au tout début, par exemple, parce que là, on est très centré sur le conflit israélo-palestinien. Au tout début, au sein de notre groupe, on avait des sujets aussi sur toute la façon dont on nommait les différents racismes. Voilà, il y avait des femmes qui disaient, bah non, il faut être précise, il faut dire la haine des musulmans, parce que si on dit autre chose, si on dit par exemple islamophobie, ça peut ne pas être clair, et puis après on a tout été d'accord sur le fait qu'il fallait qu'on utilise le terme islamophobie avec les guerres de la paix. Enfin, je veux dire, on a tout le temps, il y a même des femmes qui comprenaient pas ce que ça voulait dire antisémitisme, qui nous disaient, mais moi on m'a toujours dit que tout le monde était sémite.
Enfin, donc en fait, toutes ces questions-là, on les a eues au sein de ce mouvement, on les a eues avec beaucoup de bienveillance, avec une écoute mutuelle, une volonté de se comprendre aussi. Je veux dire, on n'a pas eu des réflexes, c'est peut-être aussi ça. Enfin, dans ce mouvement, il y a des militantes bien sûr, mais il y a aussi des femmes qui viennent de tous les horizons qui n'ont pas des réflexes où tout de suite on est dans une forme de défiance, dans une joute verbale, où on a envie d'avoir. On est vraiment dans cet espace, et c'est peut-être aussi parce qu'on est des femmes, voilà. Mais dans cet espace de réelle tolérance et de réelle honnêteté, c'est-à-dire qu'on est capable de remettre en cause les choses, on est capable d'essayer de se comprendre. Quand on est allé en Israël et en Palestine, on a été confrontés à chaque seconde de ce voyage à nos intimes, à nos représentations, à nos imaginaires. Moi, en tant que juive, le rapport que je peux avoir avec Israël, j'avais jamais vu, par exemple, ce que pouvait ressentir l'émotion que pouvaient ressentir des femmes musulmanes en arrivant à Jérusalem, en arrivant sur l'esplanade des mosquées, en allant prier à Al-Aqsa. Quand j'ai vu une des femmes de notre mouvement, Marietou, qui est sénégalaise, qui est pieuse, enlever ses chaussures et dire qu'elle voulait que ses pieds touchent le sol de Jérusalem, ça m'a ébranlée. Je n'avais pas forcément vécu de manière aussi directe et compris l'importance que pouvait revêtir ce lieu symbolique fort pour elle. Et donc, on est à la fois dans des débats politiques, dans ces combats politiques, mais on est aussi dans ces rencontres humaines, dans ces expériences humaines qu'on vit ensemble. Et les gardes de la paix, c'est un peu la rencontre entre les deux. Et c'est pas que la rencontre, c'est-à-dire que ça part de là. On part de nos intimes, on part de nos expériences, on part de nos histoires pour créer justement un espace politique collectif. Simplement, oui, l'importance du géopolitique, certes, mais la plupart des gouvernements arabes ont considéré qu'une organisation de libération de la Palestine à l'époque, quelles que soient les critiques qu'on puisse formuler, il y avait expression diverses politiques, ce qui n'a pas été le cas. Par exemple, il n'y avait que le FLN en Algérie, il n'y avait que ceci. Et ils ne digéraient pas cela. Ils étaient simplement, leur seule motivation, on peut s'interroger si c'est un véritable soutien au peuple palestinien. Ils le méprisent, le peuple palestinien. C'était une haine contre Israël. Donc, je crois qu'à un moment donné où toutes les institutions, les partis politiques et autres, alors là je suis un peu gêné de le dire parce que je suis un homme, il me semble que les initiatives, parce qu'il faut dépasser que le rationalisme, les initiatives de terrain, c'est ce qui manque dans tous les débats politiques, même en France sur d'autres questions, elles peuvent venir que des organisations telles que l'association que vous avez créée. Les guerrières de la paix. Voilà, les guerrières de la paix et le RAR, parce qu'on est au plus proche des réalités. On réfléchit, on parle avec notre tripe, avec notre cœur. Et que souvent les femmes aboutissent ou font avancer plus rapidement le schmilblick. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. C'est vrai d'ailleurs que je regrette qu'on n'ait pas plus parlé des femmes, mais bon, finalement c'était... Juste une question, si on peut dire. Je sors là du débat géopolitique et contextuel. Bon. Quand je vous entends, Anna, et quand je vous ai vu place du Châtelet la première fois, etc., j'ai tout de suite repensé à ma jeunesse et au mouvement du MLF, parce que vous êtes vraiment imprégné de ça. Je me trompe? En tout cas, je vous le dis. Notamment dans cette capacité justement à être dans le politique et l'émotionnel, d'être dans le respect, le souci et la recherche de l'expression des différences, et non pas dans la parole brute, voire brutale, qui consiste à ce qu'un leader définisse un point de vue et que le reste du groupe, de la troupe, suive. Et là, bon, nous avons connu ça avec les mouvements féministes, nous avons été en guerre entre nous, parce que nous n'avions pas forcément les mêmes... nous n'étions pas penchés de la même fenêtre.
Il y avait les bourgeoises, il y avait les prolétaires, il y avait les femmes venues de l'étranger, il y avait les françaises de souche et compagnie. Il y avait tout était là. Mais en tout cas, il y avait dans le mouvement du MLF, et je le défends de ce point de vue-là, un souci extraordinaire et un allant, ce que dit monsieur, extraordinaire vers l'ouverture à l'autre, aux autres, et dans le souci du respect et de l'expression des différences. Et là, je pense que dans le conflit actuel, on ne peut pas demander mieux comme arme. Voilà, donc je vous félicite. Merci. Petite question. Peut-être une dernière et après on... Alors, il y avait un monsieur qui demandait depuis tout à l'heure là-bas si je suis désolée. Si, non, ça m'a fait rire parce qu'il y a ma mère derrière et que... Bonjour, désolé, je vais revenir sur le conflit israélo-palestinien. Là, j'avais une question juste pour préciser les termes que vous avez utilisés, parce que je suis pas sûr de les avoir bien compris. Est-ce que, j'ai bien entendu, vous avez parlé d'État juif. Je voulais savoir si c'était une position de votre part, parce que l'impression qu'on a quand même, c'est que depuis 67, justement, il y a plutôt un État binational qui mène une politique d'apartheid, c'est-à-dire avec une majorité qui décide du sort d'une minorité. Et donc, est-ce que c'est une position de parler d'État juif, sachant que parler d'État juif, ça mène aussi à essentialiser, créer un lien, en tout cas, entre tous les juifs du monde et un État, ce qui peut être également problématique et qui explique, notamment d'après moi, tous les actes antisémites qu'on a pu percevoir et qui sont extrêmement délétères pour la paix sociale dans notre pays par l'extrapolation de ce lien-là. Voilà. Donc, je voulais juste savoir si c'était une position ou si c'était juste j'avais mal entendu. Merci. Moi, j'ai une question en retour. Est-ce qu'on a attendu 48 pour avoir des actes antisémites? Non, mais c'est pas. Alors, je veux pas relier les uns. C'est exactement ce que vous venez de faire. Non, Alors, franchement, comme dernière question, on a eu un condensé. Non, mais c'est important que vous posiez ces questions parce que je pense qu'elles sont à la lumière. Enfin, vraiment, elles témoignent de beaucoup de confusion et historique et sémantique et qui aujourd'hui circulent dans nos milieux militants. Donc, je pense que c'est important que vous posiez cette question. Je vous avoue que j'ai pas compris le début de votre question. Quand vous me demandez État juif, si c'est une position politique, il me semble que la définition de l'État d'Israël, c'est un foyer national juif. Donc ça n'est pas une position politique, c'est la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, qui par ailleurs est un État qui colonise et qui opprime un autre peuple. Et ce que je vous ai déjà répondu sur le fait que nous dénoncions ça et que nous nous battions de manière concrète contre ça. Donc est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est admis qu'Israël est un État binational? Je ne crois pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de militants qui se battent pour un État binational. Donc, je n'ai pas bien compris, si vous voulez, le début de votre question. Quant à la deuxième partie de votre question, je crois que Olia vous a répondu de manière très claire. Et on aurait peut-être eu l'occasion d'en parler, mais je pense que cette idée de raison à l'antisémitisme est absolument insupportable. Penser que et c'est pour ça d'ailleurs que même le terme importation que j'ai longtemps utilisé moi-même, aujourd'hui c'est un terme que je récuse, c'est-à-dire que ce qui se joue depuis le 7 octobre et bien avant d'ailleurs, ce qui nous explose encore une fois en pleine figure, ça n'est absolument pas je veux dire, si demain il y a un cessez-le-feu et que la guerre s'arrête, l'antisémitisme ne va pas disparaître dans notre pays. Et par ailleurs, toutes les questions sur la concurrence victimaire, sur les juifs qui contrôlent le monde, sur les juifs privilégiés, sur les juifs, enfin, je veux dire, tout ce qui est là aujourd'hui mis en miroir du conflit israélo-palestinien, c'est des questions qu'on a depuis des années. Moi, je fais partie d'une génération qui a été fauchée par la période Dieudonné Soral. Je veux dire, ça n'avait strictement rien à voir avec les juifs et les musulmans. Enfin, c'était voilà. Donc on est vraiment dans une voilà, il faudrait beaucoup plus que les quelques 2 minutes qui nous restent pour vous répondre, mais avec plaisir pour ça n'empêche pas non plus de dénoncer l'instrumentalisation. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que effectivement, quand il y a quelqu'un du gouvernement Netanyahou qui arrive avec une étoile jaune à l'ONU, c'est dégueulasse. Et ça, enfin, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, quoi.
Sauf que ça a été dénoncé. Oui, non, mais surtout le problème, si tu veux, moi, ce qui me pose problème avec cette histoire d'instrumentalisation, c'est que en général, les gens qui se battent contre l'instrumentalisation ne se battent que contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme et ne sont jamais battus contre l'antisémitisme. Donc à un moment donné, enfin, je veux dire, il faut être un tout petit peu cohérent dans ces combats, quoi. Et aujourd'hui, on a quand même des gens qui sont les spécialistes de la lutte contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme et qui n'ont jamais un mot clair pour dénoncer l'antisémitisme. Ni pour nommer les juifs, ni pour nommer les crimes qui sont commis sur les juifs correctement. Donc je pense que ça... Sauf pour voilà. les juifs morts. Voilà. Pas toujours. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas le mot juif dans le tweet. Tu dois partir. Alors, est-ce que... on continue, Anna, vous doit partir, mais on va mais on peut continuer le débat. Elle va dire. Attends, il y a encore des... Je voulais juste savoir comment on fait pour participer à votre mouvement. Je me suis inscrite. Ah, bravo. Mais comment on fait pour y participer? On va organiser une AG dans pas longtemps. Vous allez recevoir, si vous êtes inscrite, vous allez recevoir toutes les infos. Là, on a été un peu bousculé depuis 4 mois, donc c'était un peu le bordel pour être honnête. Mais tout va bien se structurer. Vous allez être informés de tout pour la suite. Et merci de vous être inscrite. Pour moi, ça va être rapide. D'abord, je suis vraiment heureux que vous ayez créé ce mouvement avec des femmes palestiniennes, parce que c'est vrai que le point de vue politique, on l'entend. Oui, on y arrive. Le point de vue politique, c'est indispensable, mais le point de vue humain, on ne peut pas s'abstraire du point de vue humain. Moi, ce qui m'a fait réagir après le 7 octobre, c'est que, je vais revenir, je ne vais pas donner de détails, mais il y a eu des viols systématiques, massifs, et donc, et par ailleurs, quand j'ai entendu l'ayatollah Khamenei dire j'embrasse le front et les mains de ces enfants qui sont des résistants. Alors moi, c'est la chose qu'il y a un moment où on ne peut pas admettre certaines choses. Et donc, qualifier de résistants des gens qui font cela, de tels actes, il y a un court-circuit dans ma tête, quoi. Voilà. Oui, ça marche pas, ça fait. Oui. Bon, cher monsieur, moi aussi je pourrais faire un cours de géopolitique et raconter et parler du nationalisme arabe, de l'histoire des frères musulmans, parce que bon, on pourrait faire ça. Moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, le grand absent de ce débat, mais c'est la polarisation et des salariés, enfin chez les salariés de notre pays. Et moi, je suis sur la crête, effectivement, puisque je suis militant syndical. Et dans mon travail, oh là là. On t'entend. Ouais. Demain matin, j'ai conseil syndical, et donc on va encore discuter de cette histoire-là, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, monsieur, le 7 octobre pour le mouvement syndical et pour les salariés de ce pays a été une catastrophe. A été véritablement une catastrophe, parce que dans mon travail, par exemple, j'ai fait la retraite, mais je suis en contact avec de nombreux salariés musulmans et quelques salariés juifs, puisque ma profession était de travailler dans une grande unité postale qui sont les centres de tri, et je puis vous dire que depuis le 7 octobre, depuis Gaza, on a une polarisation, on a un ressentiment qui est tout à fait important. Et heureusement, et tous les des cadres, de l'échelle concernant l'échelle hiérarchique tous les strates, toute la hiérarchie a été touchée, et voilà, donc nous avons, c'est une énorme difficulté. Et donc je ne voudrais pas, aggraver l'ambiance, mais je crois que ce qui se passe en ce moment est extrêmement grave. Et donc l'assignation, les assignations, elles sont tout à fait insupportables. On vous demande, on vous somme
en tant que militant départemental et en tant que militant dirigeant d'un syndicat, on vous somme de vous prononcer sur le conflit israélo-palestinien, et à un moment donné, c'est extrêmement difficile. Et pour terminer, c'est ça que je voulais te dire, avant que tu partes. Moi, j'ai montré à des camarades musulmans, à des camarades dirigeants, l'article qui a été fait sur Libération, ton portrait. Je veux dire, regarde ça, regarde ce qu'elle dit à propos de ta mezouza. Et il m'a été dit, on m'a engueulé, j'étais alpagué, on m'a engueulé en disant quoi? Mais comment peux-tu oser, comment peux-tu comparer ce qu'elle subit par rapport à ce que nous subissons, depuis des années, à ce qu'ont subi nos grands-parents, nos parents et nous-mêmes, c'est-à-dire le racisme, la discrimination, etc. C'est la concurrence, effectivement, des violences. Voilà. Merci Philippe. Non mais donc juste en conclusion pour répondre à ce que tu viens de dire sur cette histoire de concurrence qui à mon avis fait énormément de dégâts. Moi en tout cas je sais que c'est le truc que j'entends parce que j'ai fait aussi beaucoup d'interventions dans les classes, etc. Et c'est vraiment cette idée qu'on parle plus de la souffrance des juifs, etc. C'est juste pour répondre à ça, parce que je dois vraiment y aller, mais c'est vrai que ce qu'on affirme aussi, et je crois que c'est aussi ce que vous affirmez ici, c'est que non seulement on doit refuser cette mise en opposition et cette mise en concurrence, que non seulement nos souffrances, nos mémoires, nos histoires ne s'annulent pas les unes les autres et ne se divisent pas les unes les autres, mais qu'en plus, plus on est unis, qu'elles s'additionnent et que plus on est unis pour lutter face à ça, plus on sera fort dans nos luttes. Et donc, je crois que c'est vraiment là, tu finis quand même sur un point essentiel peut-être parmi les horizons à construire collectivement avec toutes nos associations, c'est vraiment de se dire que nos combats se font écho et qu'ils se renforcent les uns les autres pourvu qu'on accepte d'être ensemble pour les mener. Merci à tous.